On parle souvent de campagne électorale et beaucoup moins de l'après-élection. Pourtant, les attentes des électeurs sont encore plus présentes lorsque les élus ont pris leur place. Quelle est l'importance d'une Assemblée nationale? Quel est le véritable rôle d'un député? Nous discutons de toute cette question dans cette émission, chers téléspectateurs. Bienvenue dans Idées, où nous menons des débats de fond sous la bonne forme. Et j'ai le plaisir d'en discuter aujourd'hui avec deux sociologues habitués de ce plateau. J'ai à ma gauche le professeur, le docteur Souleymane Lo. Bonjour, docteur Lo. Bonjour, Sophia. Vous allez bien? Un plaisir également d'être encore là pour discuter donc des questions à la fois politiques et sociales. Exactement. Le plaisir est toujours partagé, docteur Lo. Et à ma droite, le professeur Ali Anne, aussi sociologue, pour discuter de ces sujets. Bonjour, professeur. Bonjour, Sophia. Bonjour, professeur. Et bonjour à vos chers téléspectateurs. C'est un plaisir toujours de venir ici et discuter et d'échanger sur ce pays et son intérêt. Exactement. Toujours les questions socio-politiques et économiques au cœur de nos débats. Alors, on va y aller directement à professeur Anne et docteur Lo. Alors, on parle de l'après-élection. On vient de terminer les élections législatives qui se sont passées il y a quelque temps ici au Sénégal et on a jugé important de revenir sur beaucoup de questions, des questions qui se perdent souvent dans l'engouement des campagnes électorales, du jour d'élection, etc. Ces questions sont nombreuses. Là, on parle d'élections législatives. Et justement, docteur Lo, j'aimerais revenir d'emblée sur la question, l'importance même d'une élection législative. Parce que souvent, les gens l'ignorent ou bien les gens peut-être accordent plus d'importance à une présidentielle, etc. Mais quelle est l'importance d'une élection législative dans un pays qui se veut démocratique? Merci beaucoup, Sophia. Je pense que la question qui est posée, elle est importante du point de vue, en tout cas, des élections, en tout cas, qui viennent donc de passer. Et élections, en tout cas, où il fallait choisir donc des représentants donc, du peuple. Voilà. Alors, maintenant, ce qu'il faut d'abord comprendre donc, dans ce contexte, c'est que dans un pays, le pouvoir est délégué donc, à un président donc, de la République. Et ce pouvoir même, comme le disait Montesquieu, pour évidemment contrer donc, le pouvoir, il n'y a qu'un autre pouvoir qui peut le faire. Donc c'est par le pouvoir qu'on peut contrôler donc, le pouvoir. Alors c'est la raison pour laquelle dans la gestion d'un pays, et ça fait partie donc, des principes donc, du droit, quand on parle donc, de l'état donc, de droit, la séparation donc, des pouvoirs est un élément important et incontournable. Et dans cette séparation donc, de pouvoirs, on voit qu'il y a trois pouvoirs essentiels donc, dans un pays. C'est le pouvoir exécutif, le pouvoir donc, législatif et le pouvoir donc, judiciaire. Alors, chaque type donc, de pouvoir a un rôle à jouer donc, dans le fonctionnement donc, de l'État, d'une manière ou d'une autre. Aussi bien, il y a une élection pour élire donc, un pouvoir qui est l'exécutif, incarné donc, par le président de la République. Il y a effectivement à côté un pouvoir donc, judiciaire qui est là pour faire l'arbitrage entre effectivement les relations entre l'État et les citoyens, entre l'État et les privés donc, de façon générale, dans l'ensemble donc, des types de relations qui peuvent avoir lieu, mais également donc, le pouvoir donc, législatif qui est là, qui a d'abord donc, deux fonctions. La première, c'est de voter donc, des lois, et ces lois peuvent provenir du président de la République en termes donc, de projets donc, de loi, ou maintenant entre eux-mêmes, donc des députés, ou un tiers quelconque qu'on appelle donc, des propositions donc, de loi. Alors, en même temps, l'Assemblée contrôle donc l'action donc, du gouvernement. Alors, on dit que l'Assemblée, c'est le lieu de représentation donc, nationale. C'est-à-dire que le député, c'est quelqu'un, évidemment, qui représente, même s'il est élu, en tout cas dans le cadre donc, d'un parti politique, une fois élu, il n'est pas nommé, il est élu. Ça veut dire qu'une fois élu, il n'est plus là, ni pour sa localité, ni pour son parti politique, mais il est là donc pour l'intérêt donc national. Il doit veiller, en tout cas, sur la politique donc du président de la République qu'il a déclinée et qu'il compterait donc mettre en œuvre pour voir exactement les lois que l'Assemblée donc vote. C'est des lois donc, qui sont respectées. Est-ce que effectivement la marche donc de l'État est une marche donc attendue par le peuple qui satisfait ou pas, qui dénonce et qui contrôle donc l'action donc du gouvernement. Donc l'importance donc se situe à ce niveau.
C'est-à-dire que le peuple ne peut pas à chaque fois interpeller donc le président de la République ou arrêter donc une action donc du président de la République, mais par l'Assemblée donc nationale, là où l'on vote, parce que le président ne peut pas par lui-même tout faire. Tout ce qu'il doit faire, il doit le soumettre en tout cas à l'appréciation donc du peuple à travers donc l'Assemblée donc nationale, qui va statuer pour voir est-ce que ce que le président donc demande est en parfaite conformité avec donc l'intérêt donc national ou pas, pour dire oui je vote, pour dire non, non je ne vote pas, ou après avoir voté par rapport donc à ce projet, contrôler donc l'action donc de ce gouvernement sur donc ce qu'il a fait ou pas. Donc c'est pourquoi c'est un enjeu important. Malheureusement, c'est un enjeu qui n'est pas tellement encore bien compris donc par l'ensemble donc des élus, parce que la plupart donc du temps, quand on est élu, on pense être élu pour le compte d'un parti politique. Et en général, si on est donc du parti au pouvoir, ce qu'on a à faire, c'est de dire toujours oui. Quand on est donc de l'opposition, ce qu'on a donc à adopter comme comportement, c'est de dire non. Malheureusement, tel ne devrait pas être donc le cas si on comprend donc l'enjeu, évidemment donc de la représentation donc nationale. C'est ça, comprendre l'enjeu de la représentation nationale, c'est important, c'est pour ça qu'il fallait revenir sur cette question. Vous parlez de l'importance des élections législatives dans une démocratie. Professeur Ali, justement, l'Assemblée nationale, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur, parce qu'on a compris son importance justement en écoutant professeur Lo, mais lorsqu'on parle du fonctionnement, en tout cas, plus dans la pratique. Là, c'est assez théorique. Hein. Voilà à quoi sert l'Assemblée nationale, ce qu'elle devrait faire, comment elle doit fonctionner. Mais pratiquement, le fonctionnement de l'Assemblée nationale au Sénégal, comment est-ce que vous l'analysez? Alors, merci Sophia. Par rapport à cette question, si on doit parler du fonctionnement de l'Assemblée nationale au Sénégal, il y a 2-3 choses déjà qu'on peut retenir. Quand on dit l'Assemblée nationale, ça suppose que c'est un regroupement. C'est un regroupement d'individus. D'ailleurs, si on renvoie à la dimension sociologique locale, langue traditionnelle, l'Assemblée nationale est traduite en Wolof comme le penc. Le penc, c'est l'arbre à palabres où les dignitaires se regroupent pour échanger sur l'avenir de la cité, donner leur point de vue, échanger, piloter les choses et faire avancer. Donc, si on voit déjà la connotation sociale, on voit que l'Assemblée nationale est cette instance où les dignitaires se regroupent, mais vraiment pour faire avancer la cité de manière générale. Alors, dans le cas du Sénégal, dans son fonctionnement, il faut reconnaître que depuis les années 60 ans, que les assemblées commencent à s'installer, le Sénégal n'a pas encore ce qu'il attend vraiment de ces assemblées nationales. Pourquoi? Parce que la cause essentielle est la dimension politique. Les assemblées sont trop politisées, de sorte que la personne qui est élue n'a pas toujours la capacité et les prérogatives de faire valoir un certain nombre de principes. Il est inhibé dans un principe de groupe d'orientation politique et principes pour lesquels il vote des fois même sans avoir à réfléchir. Alors que dans le principe traditionnel classique de penc, ça ne se passe pas comme ça. Chaque chef de lieu, chaque chef de famille vient avec des idées et des principes à faire valoir. Donc il y a des débats, il y a des discussions jusqu'à ce qu'on tombe d'accord sur des principes. Donc vous voyez qu'à ce niveau, déjà les choses sont dévoyées. Et ça, malheureusement, ça se passe toujours comme ça, sur ce point de vue. Et de l'autre point de vue également institutionnel, le système d'élection de ces députés fait qu'ils partent sous des bannières à travers des listes majoritaires et des listes proportionnelles. Et ils ont un peu l'impression que ce n'est pas le peuple qui leur a donné mandat, mais que c'est le président de la République, ou en tout cas le chef de parti qui les a désignés, qui leur a donné mandat. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a bien voulu les mettre dans une liste et est parti demander l'accord de la population. Donc du coup, il est prémisse dans cette aventure et cette primauté est plus considérée que le peuple derrière qui est venu donner onction à cette personne-là pour aller le représenter. Donc d'un point de vue institutionnel également, les rôles sont dévoyés. Vous voyez, c'est des personnes qui estiment être là pour quelqu'un et qui estiment devoir faire tout ce dont cette personne a besoin pour atteindre ses objectifs. Et du coup,
le peuple est laissé en rade. Donc, partant de ces deux choses déjà, on voit qu'il y a un grand écart entre ce qu'on attend d'une Assemblée nationale dans les principes de débat, de contradiction et ce que l'on voit à l'habitude au Sénégal. Et dans la pratique également, si on pousse un peu l'analyse, comme il a dit, il y a les deux niveaux, les trois niveaux. Le rôle d'accompagnement de l'État dans ses politiques, bien sûr, mais il y a également le rôle de contrôle et le rôle de vérification, d'évaluation des politiques publiques. Et aujourd'hui également, si on évalue sur ce point de vue les assemblées, on voit que c'est plutôt des passoires. C'est souvent le pouvoir en place qui a les capacités, qui a la majorité. Les décisions sont accompagnées. D'ailleurs, on peut constater que quand un chef d'État arrive au pouvoir, souvent, comme c'était le cas avec le professeur Abdoulaye Wade, il a dû dissoudre l'Assemblée nationale pour refaire les élections législatives anticipées afin d'avoir sa majorité, on dit même la majorité du président, afin de pouvoir faire dérouler sa politique. Ça veut dire quoi? Dans l'esprit de l'Assemblée nationale, il y a le principe de débat, de représentation, de contradiction, de contrôle et de vérification est souvent dévoyé au profit d'un principe clientéliste politique qui malheureusement ne permet pas à nos assemblées de jouer le rôle escompté. Et beaucoup de choses à revoir. Alors, beaucoup de choses à énormément. J'aimerais que vous reveniez dessus, Dr Lom, mais j'aimerais aussi aiguiller par rapport à quelque chose d'essentiel que professeur Ali a dit, c'est le député lui-même. On va parler de son rôle, hein. On va parler aussi de où est-ce qu'il se positionne. Un député qui est entre justement le fait d'être choisi par le peuple, mais avant d'avoir été choisi par le peuple, d'avoir été mis sur une liste par un responsable de parti. Alors finalement, est-ce que le peuple lui-même comprend et connaît assez le rôle de son député, et est-ce que le député lui-même comprend qu'il est là, en fait, pour servir le peuple? En fait, il faut dire qu'il y a véritablement j'allais dire, une certaine méconnaissance, aussi bien du point de vue donc, du député en tant que représentant donc, du peuple, mais du point de vue du peuple lui-même qui le choisit. Il y a toujours donc des amalgames. Et ces amalgames sont entretenus malheureusement par une tierce politicien qui connaissent d'ailleurs ce que c'est le député, ce que doit faire donc le député. Eux, ils connaissent. Mais malheureusement, ceux qui ne connaissent pas, c'est encore la grande majorité, c'est le peuple. Y compris ceux qui sont choisis, ce ne sont pas choisis en fonction donc de leurs compétences. C'est-à-dire parce que représenter tout un peuple, ça demande d'avoir un certain nombre donc, de bagages, c'est-à-dire de connaissances, de maîtrise en tout cas de certains domaines, ne serait-ce que pour pouvoir intervenir et intervenir pertinemment, dans le sens donc de servir le peuple. Ça c'est une chose. Malheureusement, le choix, donc le premier choix qui est fait, c'est un choix qui n'est pas basé sur les compétences. C'est basé sur une certaine façon de voir la personne du point de vue donc, de son statut, de ce qu'il représente, de son poids électoral au niveau local. En général, c'est l'élément le plus important. C'est un facteur, en tout cas, qui est plus avancé que les autres, les plus pertinents. Alors, à ce niveau, on choisit quelqu'un, on le met donc dans la liste parce qu'il est populaire donc, dans sa localité, il est connu, ou peut-être donc c'est quelqu'un qui a donc des biens, il est riche, pour pouvoir davantage contribuer donc à la campagne, etc. Donc c'est comme ça qu'on choisit le plus souvent donc les individus. Maintenant, le peuple qui vote, malheureusement, en général, nous ne votons pas encore pour le moment, même si on a l'habitude de le dire, le vote n'est pas encore un vote rationnel au Sénégal, totalement rationnel. C'est un vote, en tout cas pour la plupart donc, du temps, un vote basé sur les sentiments, sur ce que nous sentons. Le plus souvent, c'est comme ça que ça passe. C'est-à-dire que je suis donc du parti au pouvoir, quel que soit donc le candidat qu'on me présente dans mon département, je dois voter donc la liste, même si je sais que la personne présentée ne fait pas l'affaire. Donc à ce niveau, c'est qu'on a un problème donc de rationalité, parce que la rationalité voudrait que l'individu raisonne pour faire le pour et le contre, et de cette manière choisir. Mais quand on sait que ce n'est pas bon, mais malgré on va faire, ça ce n'est pas rationnel. Et la plupart donc, du temps dans le choix, c'est comme ça que ça se passe. Donc, aussi bien du point de vue de ce député même une fois élu, il va se dire, bon voilà, je suis le coup de député, c'est fini, donc c'est grâce à mon leader de tel parti que j'ai été donc élu, j'arrive donc à l'Assemblée, c'est ma première fois. L'essentiel, mon rôle, ma fonction, ce n'est plus ce qui est écrit dans les textes, mais c'est ce qui est davantage édicté par mon leader.
S'il y a donc quelque chose à faire, dès l'instant que le leader, soit c'est le parti au pouvoir ou c'est de l'opposition, me demande donc d'aller à compte courant donc de telle chose, c'est ce que je ferai. Même si le peuple doit en souffrir, peu importe. Donc à ce niveau, évidemment, on constate que nous ne sommes pas encore à l'ère donc d'une assemblée attendue. Donc il y a des ruptures malheureusement à chaque fois. Après coup, dans la mise en œuvre, on se rend compte que les députés que nous avons par rapport à ceux qui l'ont précédé, pratiquement donc c'est la même chose. Pourquoi? Parce que toujours la mentalité donc n'a pas changé, la manière donc de voir également n'a pas changé. Et cela, je dis que c'est la faute qui revient aux dirigeants. Parce que l'Assemblée, que ce soit donc dans les régimes précédents, jusqu'à présent, c'est l'exécutif. Et on parle donc de séparation, mais c'est l'exécutif même qui choisit le président de l'Assemblée nationale. C'est lui-même qui dit... C'est pas normal. Qui dit, oui, il faut voter pour telle X personne. C'est lui que je veux. Alors qu'on a parlé donc de séparation donc, dans un système donc, républicain et démocratique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a outrepassé et on a tenté maintenant, l'exécutif s'immisce donc dans le rôle et dans les fonctions donc, de l'Assemblée nationale. Tous les députés dans les commissions, ce ne sont pas eux-mêmes qui se définissent en tant que tels, donc des membres de telle commission, donc de telle représentation à l'interne donc dans leur bureau, mais c'est toujours donc l'exécutif ou c'est toujours donc l'opposition par donc ses représentants qui détermine, qui choisit. Finalement, l'Assemblée est contrôlée par un autre pouvoir. Malheureusement, on s'attendait à ce qu'il y ait donc une séparation, mais ça ne se passe jamais comme ça. Et là, moi je dis que toujours, c'est qu'en général, nous n'avons pas encore, en tout cas cette maturité, parce que nous n'avons pas encore choisi convenablement le député qui doit intervenir donc au niveau de l'Assemblée. Parce que ce député-là doit avoir donc des compétences nécessaires sur tous les plans, dans beaucoup donc de domaines, pour pouvoir intervenir, juger. Je vous donne ne serait-ce que la vote donc le vote donc du budget. Quand on vote donc le budget au Sénégal, particulièrement la loi donc de finances, mais pour pouvoir réellement orienter les recettes et les dépenses qui sont proposées par le gouvernement donc, du Sénégal, il va falloir que l'individu lui-même ait donc des compétences en la matière. Aujourd'hui, on est dans une logique donc budget-programme. C'est vrai, il y a des députés qui sont formés, même être formé ne veut pas dire qu'on est capable donc de prendre part. Et cela constitue donc des limites. Aujourd'hui, quand on demande, quand le député vote, il donne une force juridique donc au gouvernement, à l'exécutif donc d'exécuter. Parce que l'exécutif peut proposer, peut faire son projet, mais ce n'est pas à lui donc d'exécuter tant que le député ne lui donne pas donc son aval. Et l'aval donc du député n'est autre chose que évidemment donc l'accord du peuple. Donc c'est par le député que le peuple donc s'exprime. Maintenant, c'est à ce niveau que le député doit savoir que ce n'est pas sa voix qui compte, mais au-delà de sa personne, de ses sentiments, de ses sensations, au-delà maintenant de sa pensée propre. C'est d'abord en toile de fond, ce qui importe, c'est le peuple donc qui l'a élu. Et c'est en fonction donc de ça qu'il doit rendre compte et non qu'il rendrait compte à un président de la République ou un chef donc de parti. Donc voilà encore entre autres éléments qui font qu'on a donc des difficultés lorsqu'il y a un vote à l'Assemblée nationale, que ce vote puisse se passer dans l'intérêt donc du peuple, mais le plus souvent c'est dans l'intérêt crypto-personnel, en tout cas donc des partis politiques, que ce soit donc au pouvoir ou donc dans l'opposition. Finalement, le député qu'on a appelé en début d'émission, professeur Anne, le représentant du peuple, finalement, est-ce qu'il représente réellement le peuple? Avec toutes ces choses, tous ces faits dont Dr Lo a parlé, est-ce qu'on peut vraiment le considérer comme un représentant du peuple avec cette position qu'il occupe souvent au sein du parti lui-même et à l'Assemblée nationale? Il y a lieu de se poser cette question. Effectivement, est-ce que le député représente réellement le peuple? Parce que comme on a évalué le mécanisme par lequel les députés arrivent à l'Assemblée nationale, déjà, on voit déjà des failles qui font que, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a une primauté d'orientation par rapport aux leaders politiques que par rapport à la population. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a senti cette rupture entre l'Assemblée nationale et la population. Parce qu'en réalité, les populations, si on voit le mécanisme d'élection, on vous parle de listes majoritaires et de listes proportionnelles. Les listes majoritaires, c'est les listes au niveau des départements, les 46 départements, avec des députés qui doivent s'élire. Et après, il y a un système de calcul qui permet d'avoir les 53 qui vont aller au niveau national. Donc, mais à travers ces listes, vous avez noté que dans les élections,
La campagne, c'est de dire votez telle liste. Votez la liste de Benno, votez la liste de Yewwi, votez la liste de Wallu Sénégal. Donc les gens votent une liste, les gens votent des couleurs, les gens votent un parti politique, mais les gens ne votent pas des personnes. Alors qu'une assemblée, dans le principe sociologique, c'est d'abord une affaire de personnes, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, parce que c'est des dignitaires qui connaissent leur milieu, qui connaissent leur localité, qui ont envie de faire avancer des choses. Ce sont ces personnes-là qui se retrouvent pour parler et faire avancer les choses. Donc, c'est là où on voit cette rupture, cette liste-là qu'on vote et que ces gens qui arrivent et, comme je dis, qui pensent que effectivement ils doivent le statut d'assemblée qu'au chef de parti. Et dans cette logique, dans cette rupture entre la population à la base et ces députés-là, ça se sent jusqu'à ce que si on devait faire une présentation imagée des institutions, l'exécutif, l'Assemblée, on le met en corrélation avec les élus locaux, qui est l'élection de mairie qui vient de passer. Donc, si c'était un match de football, j'ai envie de dire que les élus locaux vont jouer un peu le rôle de défense. C'est eux qui sont avec la base, qui préparent la base, qui aident la base, qui organisent la base et qui, avec eux, travaillent pour faire avancer les choses. L'exécutif serait l'attaque qui est censé faire avancer les choses en marquant des buts. Le championnat, on avance en marquant des buts. Donc, ils ont un peu ce rôle de faire avancer les choses. Mais entre les deux lignes, il y a une ligne essentielle. Cette ligne essentielle, ce sont les personnes qui quittent directement la base, qui atterrissent au niveau de l'Assemblée nationale et qui ont un regard direct sur ce que fait l'attaque. Ça veut dire ce regard direct, c'est l'action de contrôle, c'est l'action de vérification, c'est l'action d'orientation, c'est l'action d'appui, d'aide, de soutien, c'est l'action de correction. Donc, ils ont un rôle primordial. Imaginez une équipe de football avec une attaque, une défense sans milieu de terrain. Un pays sans assemblée à sa place, c'est la même chose. D'où cette rupture qu'on sent où les populations n'ont pas l'impression d'être suffisamment représentées. D'ailleurs, vous aurez l'impression, si je prends l'exemple de Kaolack où j'habite, vous pouvez faire des enquêtes sur 100 personnes. Les 95 vous diront qu'ils ne connaissent pas le député qui représente Kaolack. Alors que dans le principe, le député, effectivement, quand il arrive à l'Assemblée, il devient un député du peuple. D'accord? Mais il y a toujours une petite idée liée au principe de décentralisation et développement local qui est toujours là. Le député est député du peuple, mais le député est mandataire d'une localité. Parce que comme je l'ai dit, il y a les 46 départements. Selon la population du département, si ça va jusqu'à 170 000, ils ont droit à 2 députés. Chaque département a droit de 1 à 7. Je pense qu'il n'y a que Dakar qui a pu avoir les 7. Après vient Pikine avec les 6. Après Mbacké avec les 5. Et ainsi de suite. Donc ça veut dire que ces députés, avant d'être des députés du peuple, sont d'abord des députés d'une localité. Donc, ils sont censés identifier les problèmes qui se passent dans leur localité, siéger avec leur localité, passer du temps avec les localités, faire remonter les problèmes de la localité, des problèmes de route, des problèmes de santé, des problèmes d'infrastructure. Et comme ils ont la possibilité, à travers des occasions de plénière ministérielle, de s'adresser directement au ministère de tutelle, de pouvoir y poser les problèmes. On a vu le cas de Tivaouane avec l'hôpital. On a vu ce qui a envenimé la situation, c'est que les gens ont vu que le député de Tivaouane, effectivement, avait à plusieurs reprises devant le ministre de la Santé posé le cas de l'hôpital de Tivaouane. Donc c'est ça le travail qu'on attend également de députés. Et ça, c'est un travail qui manque. Aujourd'hui, comme je dis, si vous allez à Kaolack, si vous allez dans plusieurs zones, vous verrez des députés, mais les populations ne les connaissent pas. Parce qu'en fait, c'est des personnes qui, dès que l'élection est faite, se retrouvent à un niveau assemblée, se disent elle est députée du peuple et oublient la localité. Alors que leur principe, leur rôle premier, c'est de remonter auprès de l'État, parce que l'État ne peut pas être partout. L'État a des systèmes de remontée d'informations. Mais personne n'est plus indiqué qu'un député pour remonter les problèmes de sa localité. Le maire n'a pas toujours l'occasion de voir le président de la République. Le maire travaille avec un ministre. Et c'est des occasions très rares, à moins qu'on aille, d'ailleurs je pense que c'est ce qui a inspiré le président Macky Sall d'avoir fait les assises au niveau des localités, c'était plus pour se rapprocher des localités. Donc vous voyez, ces maires n'ont pas toujours ces opportunités-là. Donc les personnes issues des localités qui ont ces opportunités, ce sont ces députés qui, à l'occasion du passage des ministres, peuvent poser des problèmes qu'on peut évaluer.
les mettre en place, les prendre en charge dans un plan d'action ministériel et par la suite dans un plan d'action gouvernemental pour que les choses puissent se faire. Donc vous voyez que les députés ont un rôle vraiment majeur, c'est le pilier. Comme je dis, une équipe de football avec de l'attaque et une défense sans un milieu de terrain. Malheureusement, comme je dis, le système d'élection, au-delà même d'ailleurs du système d'élection, c'est le système de régime. Parce qu'au Sénégal, n'oublions pas qu'on a un régime présidentiel. On n'a pas un régime parlementaire parce que bon, on se dit qu'on n'est pas suffisamment prêt pour y aller. Et que les contradictions feraient que l'action gouvernementale ne pourrait pas se faire. Donc on a un peu un régime présidentiel qui fait que l'Assemblée a des marges de manœuvre plus ou moins réduites. Mais si les choses se passaient comme telles, on aurait pu déjà avoir beaucoup de résultats. Mais j'ai envie de terminer avec cela. Au-delà de la dimension institution, il y a également, quelqu'un a dit que l'Afrique a besoin d'institutions fortes. C'est vrai. Mais moi, je dirais que l'Afrique a besoin d'hommes forts. L'homme fort, c'est cette personne-là qui prend toutes ses responsabilités, qui comprend son enjeu, qui comprend sa valeur, qui comprend son rôle au niveau de sa localité et de sa société. Cette personne-là, quand elle va arriver à un niveau institutionnel, elle ne fera que renforcer l'institution. Mais aussi dans le contexte africain, quelle que soit l'institution qu'on a, si c'est habité par des personnes qui n'ont aucun sens de responsabilité, l'institution ne peut pas durer. Donc je pense que le travail qui doit se faire, c'est d'abord dans le choix des députés. Alors le choix de ces députés, d'ailleurs, si vous regardez bien, on n'avance pas. Pourquoi ne pas choisir des députés selon le corps? Député corps enseignant, député corps artisanal, député corps de la pêche, député corps militaire, député. Selon les corps, pour avoir un système de représentation. Mais vous voyez que c'est des personnes, comme il a dit, qui sont choisies juste par l'affinité avec le chef d'État. Souvent, d'ailleurs, ils n'ont pas, comment dirais-je, la popularité qu'il faut. Mais avec l'accompagnement du système politique, ils finissent par l'avoir. Parce qu'il y a les moyens qui viennent d'en haut, la personne est équipée, la personne a les moyens, elle peut aller vers les gens, acheter des fois même des votes. Donc facilement, si on est investi, facilement on peut être populaire parce qu'on a les moyens de le faire, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc c'est moins d'ailleurs une question donc de popularité. Donc il y a des problèmes dans le choix de ces personnes, il y a des problèmes dans le dispositif institutionnel, il y a un problème dans le dispositif de fonctionnement et ces contraintes-là reviennent. Et aujourd'hui, ça empêche véritablement le Sénégal d'avancer. D'ailleurs, l'action de contrôle pose problème. Vous verrez des ministres dérouler des budgets sur des milliards, vous verrez des gens construire des édifices, après il y a des problèmes, vous verrez beaucoup de scandales et vous verrez peu d'assemblées qui vont convoquer tel ministre ou telle personne ou tel président pour l'entendre. Alors qu'ils sont censés pouvoir le faire. Je pense qu'il y a Macky Sall, le président Macky Sall qui l'avait fait en son temps avec le président Abdoulaye, mais vous avez vu toutes les conséquences que ça a amené. Après, on l'a fait descendre, après il y avait des poursuites, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça veut dire que l'esprit que le Sénégal attend de l'Assemblée n'est pas encore là. Et on espère qu'avec le niveau d'exigence, en tout cas, qu'on a noté cette année au niveau des élections, le niveau d'engouement qu'on a noté cette année, un débat quand même posé par l'opposition, je pense que les gens vont commencer à se rendre compte que cette Assemblée-là, son rôle, c'est majeur et vont être obligés de changer de direction. C'est ça. Et justement, Dr Lo, est-ce que vous notez ce niveau d'engouement à la hausse par rapport aux élections? Les élections locales se sont passées en janvier. Beaucoup disaient qu'il y a eu plus d'engouement, en tout cas, que jamais au Sénégal pour des élections, en tout cas, locales. Est-ce que vous pensez que ça a été la même chose pour les élections législatives? Est-ce qu'on sent justement un intérêt grandissant des populations par rapport à d'autres élections que celles qui sont présidentielles? Oui, en fait, de plus en plus, on va noter cet engouement parce que les gens commencent à comprendre l'enjeu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui restent, mais au moins on sait qu'autrefois on pensait, surtout donc la jeunesse, qui pensait être d'une façon ou d'une autre, à la limite, mise à l'écart. Elle ne prenait pas part. On pensait que c'était des adultes seulement qui avaient le droit d'aller à l'Assemblée, qui avaient le droit d'être élus comme maire. Autrefois, c'était ça, donc cette conception un peu empirique donc de l'appareil d'État. On pensait que pour être un maire, il faut être vraiment une personne âgée, être député. C'est comme on pense même donc en l'islam, on pense que pour aller à la Mecque, il faut être âgé. Oui. C'est des mentalités empiriques qui sont là,
qui ne sont pas basés sur une rationalité et qui ont toujours été entretenus par l'âge adulte pour empêcher et dominer donc en tout cas la jeunesse. Maintenant, la jeunesse commence à comprendre que, évidemment, elle peut bel et bien prendre part, au même titre que l'adulte, à tout ce qui concerne et interpelle donc la vie de la nation. C'est la raison pour laquelle, lors des locales, on a vu, et d'ailleurs c'est pour la première fois, ces locales passées qu'on a vu autant donc de jeunes élus donc maires. Tout à fait. Parce qu'on n'y pensait pas, on n'y croyait pas. Et même au niveau de l'appareil gouvernemental, quand on nommait des ministres, c'est des vieux qui ont été nommés. On pensait que la jeunesse n'avait pas donc l'expérience ni les compétences nécessaires. Mais malheureusement, c'était une fausse idée. Aujourd'hui, les gens commencent à comprendre qu'on peut être maire même si on a l'âge légal donc de l'être, peu importe et qu'on a les compétences. L'essentiel c'est de manager et chacun d'entre nous, ou la plupart donc du temps, en tout cas dispose donc de l'ensemble de ses compétences nécessaires. Alors l'autre élément essentiel par rapport à ça, c'est qu'au niveau donc de la députation aussi c'est la même chose. On commence à connaître et à comprendre que évidemment l'essentiel c'est que ce ne sont plus donc les maires ou peut-être donc les vieux, etc., qui doivent se regrouper à l'Assemblée, mais les jeunes aussi ont leur devoir, ont la capacité et les compétences donc d'y être. Et la dernière donc en tout cas Assemblée là qui vient donc d'être renouvelée, on notait donc s'il y a un jeune, on dit le plus jeune de l'Assemblée à 35 ans. Donc ça veut dire que ça sautait comme quelque chose d'extraordinaire qu'on ait donc des jeunes à l'Assemblée nationale. Maintenant, on a commencé à renouveler en tout cas ce parc de députés, en tout cas vieux, qui ne fournissaient absolument rien d'une manière ou d'une autre. Vous m'excusez donc du terme, mais c'est la réalité. Parce que c'est du clientélisme donc politique qui les amenait donc là-bas pour peut-être faire valoir donc leur droit à la retraite à l'Assemblée nationale. Quand on regarde, c'est comme ça. Tous ceux qui ont l'âge donc d'aller à la retraite, c'est eux qui reviennent donc à l'Assemblée nationale. En général, ils n'ont pas en tout cas l'engouement ni l'avenir. Quand ceux qui gouvernent au niveau, en tout cas qui siègent à l'Assemblée, ont plus donc de passé que d'avenir, évidemment, ils n'ont rien donc à apporter à l'avenir. Ça, c'est la réalité. Maintenant, aujourd'hui, c'est ceux qui ont plus d'avenir que de passé, qui pensent qu'il faut maintenant aller donc là, il faut construire donc l'avenir. Pas pour eux-mêmes, mais pour donc la postérité. Donc, voilà ce qui fait qu'il y a cet engouement et ça va continuer à chaque élection qui viendra. On va constater donc cet engouement parce que les jeunes, en tout cas, sont déterminés à reprendre donc leur place, à véritablement se bagarrer pour être là où il faut. Et d'ailleurs, on le remarque donc lors des élections. Et c'est un esprit pour vous montrer que la mentalité de la jeunesse a commencé à se réveiller et de manière positive. On a vu lors des élections, quand on parle donc d'âge, oui, il faut. Les jeunes voulaient venir voter. Les vieilles dames et les vieux là qui venaient pour faire donc la queue disent mais il pour me voter. Il dit non, ça c'est un vote. Oui, on ne peut pas vous céder la place parce qu'on ne sait pas pour qui tu vas voter. Alors nous on a un projet et on veut le défendre et pour le défendre, peu importe en tout cas la situation, l'heure, le moment, on sera présent donc pour pouvoir donc le défendre. Donc là quand on arrive à ce niveau, on voit qu'il y a une avancée, il y a un changement, en tout cas il y a des balbutiements donc, de changement de mentalité et qui vont être donc tôt ou tard positifs pour le pays de façon générale. C'est ça, voilà. Des changements assez positifs. Vous l'avez dit tout à l'heure, professeur Anne, 95% des populations, on le note, ne connaissent pas personnellement leurs députés. Par rapport à ça, est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité même des électeurs de plus s'informer ou alors de changer un peu leur conception de vote? Parce que je parlais tout à l'heure d'amalgame entre l'élection présidentielle ou alors le parti lui-même et voter pour un député. Vous l'avez dit tout à l'heure. Comment ça se passe, le processus? Il y a la liste qui présente la liste, ce sont les partis. Et ensuite, les populations viennent voter. Les populations, est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'elles votent plus pour le parti que pour l'homme, le député? Et à partir de ce moment-là, à qui va la responsabilité de plus connaître son député, de ne pas seulement voter pour un parti, mais de voter pour une personne en particulier, plus qu'un parti, parce que les votes de parti, c'est plus au présidentiel normalement. Oui, je dirais que la responsabilité est partagée. La responsabilité est partagée. Si on considère les élections sur 3 niveaux, l'avant, élection, pendant et après.
Si on se focalise sur l'avant, vous verrez qu'il y a un système, si on considère la responsabilité de l'État, il y a un système qui est complexe. Il y a un système de parrainage, il y a un système de liste à produire, le système d'équivalence et de genre. Vous voyez, on a noté au Sénégal que durant ces élections, malheureusement, du fait de ces problèmes systémiques et d'organisation, 3 personnes quand même sont décédées. Ça vous montre toute la complexité du système. Sur l'ensemble des listes qui étaient en lice, il y en a qui n'ont pas pu participer aux élections. Donc ça vous montre que les politiques quand même ont une manière d'organiser ces élections. Des fois, on a l'impression que c'est un système dont ils veulent s'approprier eux-mêmes, avec un jargon qu'ils maîtrisent, avec un système technique qu'ils maîtrisent, un système de parrainage qu'ils maîtrisent, et que la population ne maîtrise pas souvent. Et la population n'est pas forcément formée ni informée par rapport à cela. Donc, eux, ils ont une responsabilité. De notre point de vue, la population a forcément une responsabilité de s'impliquer, de s'informer. Mais elle est moindre à mon niveau. Parce qu'il faut savoir que le niveau de formation, le niveau d'alphabétisation, le niveau d'accès à l'information au niveau de la population sénégalaise est un peu faible. Les intellectuels peuvent toujours aller ouvrir des documents, lire et s'informer, mais ce n'est pas la majorité qui peut le faire. Donc, si l'information était plus disponible du côté auprès de la population, je pense que les gens allaient cueillir cette information pour s'en approprier. La preuve, depuis qu'avec, on va le citer, depuis avec Ousmane Sonko, qu'il a commencé ce travail de sensibilisation, mais tout le monde a vu que l'engouement a changé. Vous l'avez cité, il y a plus de jeunes qui aspirent à apprendre des choses. Les gens se rendent compte que c'est possible. Les gens commencent à comprendre les débats. Les gens commencent à comprendre les termes techniques. Ça veut dire quoi? Moi, par principe, je fais confiance à la population. Je pense que si on met les outils qu'il faut à leur disposition, en prenant en compte leur incapacité, ils vont s'en approprier. Mais très souvent, c'est là où il y a le hiatus. Les opérateurs politiques qui vivent de ça, que pour ça et par ça, n'ont pas forcément intérêt que la majorité comprenne beaucoup de choses. Ils n'ont pas intérêt. Et du coup, la responsabilité est partagée, mais c'est surtout à l'État, à qui on a délégué les moyens d'avoir la responsabilité de faire que tout le monde comprenne les enjeux. Parce que c'est de cette compréhension que va naître une dynamique d'ensemble, de laquelle dynamique d'ensemble on va arriver à un seuil critique de réflexion, de débat et d'idées. Et c'est à partir de ce niveau de réflexion, de débat que vont jaillir les idées les plus pétillantes et qui permettront d'avancer. Mais tant que la majorité est laissée en rade, juste en se disant, bon, ils n'ont pas compris, je ne sais pas à comprendre, et que eux, par la minorité politique, se permettent de jouer avec les textes et de faire les choses comme ils veulent, le Sénégal ne pourra pas forcément tirer profit ni de l'institution qu'est l'Assemblée nationale, ni d'ailleurs des autres institutions. Donc, est-ce que vous partagez cet avis, Dr Lo, par rapport aux responsabilités partagées entre, et comme l'a dit le professeur Anne, moindre chez les populations et plus chez les leaders politiques? Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on dit, ils ont bon dos aussi, les leaders politiques. Nous aussi, la presse, on a bon dos parce qu'on essaie de le faire, ce travail d'information. Écoutez, c'est notre métier d'informer, de dire, écoutez, voilà ce qui se passe, voilà comment ça se passe et voilà comment peut-être vous pouvez réagir. Maintenant, lorsqu'on dit que les populations ont une responsabilité moindre par rapport à ça, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que souvent, vous ne trouvez pas que les électeurs votent plus émotionnellement que factuellement? C'est-à-dire, dès qu'on entend un nom, d'ailleurs, c'était le grand problème quand on a parlé du problème des listes pour ces élections, les gens disaient non, mais il y a un barrage là, il y a un problème parce qu'il y a certains électeurs, s'ils ne voient pas la tête de leur leader quelque part, ça fausse tout. Est-ce que ça devrait vraiment tout fausser? Parce que si on avait fait ce travail informatif et qu'on votait non avec les émotions, le fait de voir le visage de Ousmane Sonko ou le visage d'un autre, ça ne devrait pas créer un si grand écart, à mon avis. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, tout dépend des attentes que les populations placent en leur leader. Parce qu'un leader, c'est quelqu'un, évidemment, en qui on a confiance. C'est avec qui, d'ailleurs, on se sent rassuré.
Et c'est la raison pour laquelle, dès l'instant qu'un leader, que ce soit au niveau local ou au niveau national, serait éliminé ou en tout cas bloqué ou empêché de participer donc à une élection quelconque, automatiquement, les gens peuvent se sentir eux aussi frustrés, à la limite perturbés. C'est tout à fait normal parce que dans un groupe, il y a toujours quelqu'un qui dirige. Oui. Alors, c'est le dirigeant, on l'appelle ainsi. Donc, il a une personnalité que certains aussi partagent, qui sont autour donc, de lui. Donc, c'est cela qui fait qu'en général, évidemment, on se reconnaît au leader parce qu'à travers donc, le leader, ce sont donc les principes qu'il incarne qui sont pratiquement donc, les nôtres. C'est cela qui fait que nous sommes, en général, prêts donc à l'accompagner, à partager donc son projet donc de société, son projet donc politique, par rapport donc, en tout cas, à l'espoir de demain que, évidemment, ça peut être donc meilleur, que la rupture donc attendue peut être effectivement donc observée. Donc voilà ce qui fait que les gens aussi, à ce niveau, on n'est pas totalement rationnel, on est donc des êtres avec donc une bonne partie donc de sentiments, d'émotions. Et c'est là qui fait qu'il y a des gens, ce qui importe pour eux, c'est la satisfaction morale d'avoir entendu ou voir donc leur leader réussir, ou en tout cas être élu, soutenu. C'est ça qui leur donne satisfaction, pas autre chose. Peu importe avec qui ce leader donc travaille, est-ce que c'est un bandit ou c'est un ceci, ça importe peu pour certains. L'essentiel, c'est que c'est la figure donc du leader qui importe. Et l'essentiel, je ferai advienne que pourra tout ce qui est à ma possibilité pour pouvoir pousser donc l'individu à la réussite. Donc c'est la satisfaction donc morale d'avoir été militant, d'avoir véritablement porté à l'adresse indiquée donc du candidat qui m'importe le plus que de savoir est-ce que réellement ce que demain sera avec lui. Donc il y a des gens qui raisonnent de la sorte. Maintenant, il y en a d'autres qui sont rationnels, qui vont essayer donc de voir ce qui a été proposé, ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, ce qui est pertinent, ce qui ne l'est pas. Eux, ils raisonnent donc avec discernement. Et malheureusement, quand on pense ainsi, quand on dit ainsi, on pense que ceux qui agiraient donc de la sorte seraient en tout cas des analphabètes ou ceux qui ne sont pas des intellectuels. Mais il y a une forte dose donc d'intellectuels qui d'ailleurs obéissent mieux donc à leurs sentiments qu'à leur rationalité. Tout à fait. Donc il y en a donc parmi ce groupe donc, qui s'appelle intellectuel, parce qu'être instruit et être intellectuel, c'est différent. Alors, celui qu'il a dit en parlant donc de promoteur, bon, je ne sais pas quel terme il a utilisé encore, c'est ce qui ne cherchent que leur intérêt. Quel que soit donc alpha, ils peuvent changer donc de veste, changer donc d'idée, soutenir en tout cas vaille que vaille, donc même si ça a été donc le contraire donc demain, peu importe pourvu que leur intérêt puisse être donc servi. Il y a des gens qui sont comme ça. Eux, ils sont partout avec tous les régimes, avec toutes les options. Même si le leader a menti, peu importe, l'essentiel, c'est être avec ce mensonge qui me sert mieux que de vouloir donc voir la vérité. Il y a des intellectuels, et d'ailleurs le Sénégal est plus malade donc de ces intellectuels que de ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit. Sincèrement, quand on regarde donc de près, c'est cette réalité qui est là. Tous ceux qui se prétendent être intellectuels, à chaque question, ils sont là, prêts à apporter donc je sais pas, donc d'apporter donc la réponse, mais c'est de brouiller en général, donc essayer donc de faire en sorte que tout devient compliqué, pour que personne ne comprenne. Ça, c'est le rôle et la finalité donc de ces politiciens. Malheureusement, c'est eux qui sont là dans les plateaux télévisés, etc., etc. Ils cherchent toujours évidemment à faire en sorte que la pièce maîtresse donc, qui permet donc de comprendre la réalité soit une pièce qui ne sera jamais donc retrouvée. Donc c'est de leur rôle malheureusement, et ils pensent être intelligents en le faisant, mais malheureusement en agissant ainsi, ils sont en train donc de porter un tort donc au peuple sénégalais, en tout cas donc à la nation tout entière, à l'État. Malheureusement, des fois, je vois donc des gens qui se disent être juristes ou être ceci et cela, qui ont un certain comportement, qui vont essayer donc de se faire valoir être importants, intellectuels, mais je me dis ça, non, attends. Ça, il y a des gens qui sont en tout cas analphabètes, qui n'ont pas un certain niveau d'instruction, mais qui raisonneraient mieux que ce que vous êtes en train donc de faire, parce que ce que vous dites ou ce que vous tentez donc de soutenir, vous le savez pertinemment que ce n'est pas vrai, pertinemment que c'est faux, mais c'est parce que vous voulez simplement servir donc un intérêt quelconque, un intérêt particulier qui en retour vous avantage donc mieux que le peuple sénégalais. Donc voilà ce qui se passe. C'est pourquoi ceux qui sont là pour embrouiller, en tout cas pour brûler donc les pistes pour que les gens ne comprennent pas, il y en a autant et en général
ce sont des intellectuels, ou bien ils se réclament entre guillemets donc des intellectuels, qui ne sont pas responsables donc dans leur posture, et c'est eux-mêmes qu'on verra un jour encore défendre donc le contraire quand ils quittent un autre régime pour rallier donc un autre régime. C'est la question donc de la transhumance. Elle est là, elle est pertinente pour montrer que au Sénégal on ne croit plus donc en des valeurs, on n'a plus donc de convictions, on n'a plus donc de valeurs en tout cas sur lesquelles évidemment on peut asseoir donc un projet donc de société, parce que tout peut être immuable, tout peut être changeable à tout moment en fonction donc de ce que nous attendons, de ce que nous voulons donc voir, de ce que nous désirons donc vivre. Et quand on en arrive à ce niveau, c'est dommage donc de le dire, mais évidemment le Sénégal reste encore malade donc de ses intellectuels, particulièrement des politiciens en général. Oui, c'est quelque chose, c'est une réalité que l'on vit souvent. On en arrive presque à la fin de l'émission, mais je ne peux pas vous quitter sans vous poser à tous les deux cette dernière question. Justement, c'est par rapport à la représentativité, parce qu'on l'a dit, des élections locales c'est important, des élections législatives c'est important. Est-ce que vous pensez, d'abord vous, professeur Anne, et ensuite monsieur vous, docteur Lo, est-ce que vous pensez que des élections législatives comme celles qu'on vient de vivre sont représentatives des élections présidentielles? Est-ce qu'elles peuvent nous aider à jauger un peu, à savoir qu'est-ce qui va se passer en 2024? Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Oui, effectivement, les élections législatives qu'on vient de voir, qui viennent de se dérouler, au même titre d'ailleurs que les élections locales, sont des indicateurs par rapport à l'élection présidentielle. Parce qu'au niveau de ces élections, les personnes sont parties au niveau de la base, ils ont déroulé un certain nombre de propositions, ils ont eu des gens qui ont voté pour eux et pour elles. Et à l'issue de ces élections, toutes ces personnes ont un certain nombre de votants. Vous allez entendre par exemple Yewwi Askan Wi vous dire nous avons eu tel millier de personnes qui nous ont fait confiance. Le parti présidentiel dira voilà tel millier de personnes à Sénégal. Donc ils auront des bases d'évaluation qui leur permettront de voir le nombre de personnes qui sont prêtes à leur faire confiance. Et c'est sur cette base-là d'ailleurs qu'ils font leurs projections et qu'ils vont travailler. Donc je dis effectivement que c'est un indicateur de taille, d'ailleurs essentiel pour les élections à venir. Maintenant, après ça, c'est pas définitif. Entre 2022 et 2024, beaucoup de choses peuvent se passer, les données peuvent changer, de nouvelles perspectives peuvent se dérouler, des erreurs peuvent être commises de part et d'autre, donc les données peuvent évoluer. Mais en tout cas, à l'instant, ce sont les nombres d'électeurs que les partis politiques ont eu à avoir, c'est ça qui va leur servir de base pour savoir s'il faut avancer, s'il faut progresser, s'il y a du travail à faire, ou insister, ou ne pas insister, etc. etc. Donc c'est une référence assez essentielle. Et j'ai bien envie de revenir également sur tout le déroulement de cette élection et de dire qu'il y a beaucoup de choses quand même à corriger, que cette Assemblée sur place a la chance de corriger. Parce que si on a vu l'avant-élection, on a eu, comme je l'ai signalé tout à l'heure, beaucoup de problèmes. Ces problèmes ont conduit à 3 personnes qui sont décédées. C'est regrettable que pour organiser des élections, qu'on soit arrivé à des personnes qui perdent leur vie et qui, du coup, n'assistent même pas à ces élections pour des questions d'organisation et de texte. Je pense qu'on a toute l'intelligence qu'il faut pour mettre en place un système à travers lequel les gens pourraient se retrouver. Ça, c'est l'aspect avant-élection. Durant les élections également, si on fait un petit bilan, il y a eu beaucoup de violence quand même. Oui, il y a eu des violences. Heureusement, dans certaines zones, les gens ont eu un espèce de dépassement, mais dans d'autres, il y a eu des violences. Alors, et c'est là où je dis toujours, moi, je fais entièrement confiance à la maturité de cette population sénégalaise. Vous voyez, même par rapport à la question de l'information, moi, j'ai un jeune qui habite mon quartier, Lamine Wade, il s'appelle, c'est un tailleur, je lui fais un coucou en même temps. C'est lui qui me donne très souvent certaines informations, parce qu'il est assis devant sa machine, il a la télévision sous les yeux et il a son portable à côté. Donc, toute la longueur de la journée, pendant qu'il est là à travailler, il ne fait que suivre les informations. Des fois, tu arrives, il dit, docteur, est-ce que vous avez vu ça? Donc, les gens sont rivés sur l'information. Maintenant, il reste à ce qu'on les accompagne, qu'on les prépare, qu'on les organise pour mieux s'en approprier. Et c'est le lieu de regretter ces violences qui ont eu. Après élection, maintenant,
ils ont la chance de corriger, ils ont la chance de jouer le rôle qui leur est imparti, ils ont la chance de préparer surtout les élections présidentielles. Aujourd'hui, on a l'impression que le Sénégal est dans une situation d'élection depuis l'élection présidentielle passée. On n'en finit pas. On n'en finit pas, ce qui peut décourager les investisseurs naturellement parce qu'on ne sait pas vers quelle direction on va aller. Et l'Assemblée, cette Assemblée-là va jouer un rôle crucial dans l'avenir du Sénégal. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les combats ont été rudes. Donc, on en appelle à leur responsabilité, on en appelle à leur amour pour le Sénégal d'abord, à leur amour pour leur localité d'abord, et également à leur objectivité pour que les choses puissent se construire, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux qui nous attendent. L'éducation est là, la santé, la formation, le chômage. Ces élections, ce n'est qu'une parenthèse d'organisation sociale, hein, mais ce n'est pas autre chose. C'est juste une organisation sociale pour mieux refaire les rangs, mais après il y a des priorités. J'espère qu'on pourra y aller le plus rapidement. Un beau message de la fin, professeur Anne, merci beaucoup. Docteur Lo, est-ce que vous partagez cet avis par rapport à la représentativité de l'élection législative pour la présidentielle de 2024? En fait, moi, ce que je vois comme lecture, c'est vrai qu'il y a, c'est l'opinion populaire, tout le monde pense que ces élections vont devoir être le baromètre par lequel on peut apprécier, en tout cas 2024. On n'est pas encore là, surtout donc la présidentielle donc, de 2024. Et que tout dépend, et en général, on lit la question avec la supposée, en tout cas, tentative donc, de troisième candidature. Je ne dis pas donc de mandat, mais de candidature, parce que un mandat, c'est à l'issue d'une élection qu'on peut l'avoir. Donc on ne peut pas parler, c'est par abus de langage que les gens parlent donc de mandat, mais de candidature qu'on devrait parler. Et je pense que donc déjà, au sortir donc de cette élection, et les résultats donc tels que nous connaissons actuellement, on peut davantage se dire que les élections, en tout cas l'élection présidentielle de 2024, ne devrait pas être assujetti en tout cas aux résultats que nous connaissons actuellement. Ce n'est pas une lecture, parce que l'élection donc présidentielle, c'est une élection en tout cas à laquelle ne devraient participer que ceux qui seraient autorisés donc à participer. À mon sens, franchement, aujourd'hui le parti au pouvoir et la majorité ne veut pas dire, ou donc l'opposition ne veut pas dire que forcément il faut donc tenter encore parce que donc il y a de l'amour. Non. Il y a des choses qui relèvent donc du principe de l'éthique et de la morale. Parce que moi, je me dis que, attends, il faut que les gens osent se dire la vérité aussi et interpeller ceux qui tenteraient donc d'essayer de jouer avec des chiffres ou donc des calculs. Parce que gagner une élection ne veut pas dire que, évidemment, il faut aller. Non. Si tel est le cas, ça veut dire qu'il n'y aura jamais, en tout cas, donc, de répit donc, dans les élections, encore moins donc, de transparence ni de démocratie. Il faut savoir raison garder. Quand on a le pouvoir et on a géré donc, le pouvoir avec les principes, avec nos propres mots, évidemment, même si quelqu'un d'autre devrait vous convaincre d'aller, de pousser pour encore en tuer donc, des personnes, il faut refuser de le faire. Moi, je lance un appel, évidemment, à ceux qui sont actuellement, en tout cas, au pouvoir, y compris le président de la République, de ne pas tomber dans le piège. Lui-même, il interpellait son prédécesseur sur cette même question. Faites attention à ceux qui vous entourent et qui vous donnent des conseils qu'ils ne s'appliquent pas. Lui aussi, il est dans la même situation. 2012 est riche donc d'enseignements. On n'est pas parti au référendum en 2016 pour reparler donc d'une troisième candidature. Quoi qu'on puisse dire, on n'était pas parti en 2016 pour des éléments de contexte, pour qu'on puisse revenir encore sur une question donc de candidature. Ça veut dire qu'on n'est pas encore mature. On n'est pas encore mature. Il faut savoir se contenter. Ça dit qu'on n'est jamais satisfait donc dans la vie. Il y a toujours quelque chose qu'on veut encore faire. Mais l'administration, l'État, c'est la continuité. Personne ne doit penser être le meilleur parmi donc, tous les Sénégalais pour savoir ou pour penser qu'il doit être éternel. Ça ne doit pas exister. Et nous devons changer cette mentalité. Parce que tout cela, tout ce qu'on a vécu donc dans le passé avec ces élections, c'est à cause donc de cette potentialité, de cette supposition donc sur la troisième candidature d'un président de la République. Et au regard donc des faits, à chaque fois donc il y a des soupçons qui sont là et qui se confirment par son comportement. Je pense que le pays ne mérite pas, en tout cas de Macky Sall, qui a été bien élu, qui a été réélu, qu'on puisse encore pour une troisième fois
basculer donc dans un chaos. Ne serait-ce qu'une seule personne de plus ne devrait pas mourir pour une question donc de troisième candidature. On l'a vécu, ils étaient acteurs, qu'ils assument et c'est comme ça qu'on dépasse donc qu'on fait l'avenir. Pensons à la postérité, pensons que nous sommes périssables, pensons que nous sommes donc des personnes qui sont appelées à disparaître. Quel que soit donc le temps qu'on mettra donc au pouvoir, on partira un jour. Mais prions de partir avec la gloire après avoir donc eu le pouvoir. Il y a beaucoup qui ont le pouvoir mais qui n'ont jamais eu donc la gloire. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà encore un appel sur ça, oui. À l'endroit surtout donc du pouvoir, parce que je pense que c'est à eux qu'on doit encore parler, c'est à eux qu'on doit véritablement donc s'adresser pour dire contentons-nous de ce que Dieu nous a déjà donné. Et c'est suffisant qu'on ne brûle pas le pays ou qu'on ne tenterait pas, ou bien qu'on n'ait pas un comportement en réponse à un autre comportement. Oui, je vais leur montrer que je peux encore demander et je le ferai. Non, ça c'est une mentalité, en tout cas suicidaire. Il ne faut pas tenter ce dont on ne sait pas l'issue. Ben oui, tout simplement. Voilà. En tout cas, un message de la fin aussi très poignant, Docteur Lo. Merci beaucoup. Merci aussi à vous, Professeur Ali Anne. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis dans cette émission Idée, cette émission où nous menons des débats de fond sous la bonne forme. Je suis Sophia Ba et je vous donne rendez-vous prochainement sur ITV. À bientôt.